Festival Atmosphère, du cinéma pour rêver le 21e siècle. Projections, débats, animations et expériences digitales, parrainés par Michel Spiro et Pierre Richard, du 9 au 14 octobre 2018. Le groupe Chaka Ponk ont lancé une plateforme internet qui s'appelle The Freaks et vous proposez sur cette plateforme 22 gestes simples pour sauver la planète. Voilà, quelques gestes qui, si tout le monde s'y mettait, sauveraient l'homme et la planète. Tout simplement, 22 gestes avec 3 plus compliqués mais largement réalisables. Voilà, donc c'est des gestes du quotidien qui sont très faciles à faire. Donc avant de rentrer dans les détails même de ces gestes, Sam, pourquoi avoir lancé cette plateforme? Bonjour. Pourquoi? Parce que, pour plein de raisons. La première, c'est qu'on a commencé ce projet, on va dire, artistique qu'est Chaka Ponk il y a maintenant longtemps. Je ne vous dirai pas combien de temps, parce que ça fait beaucoup. Vous n'étiez pas né. Vous n'étiez pas né. Et ce projet, en fait, s'est constitué autour un peu du constat que nous appartenions à une espèce, l'homme et la femme, qui était assez... on avait du mal à comprendre les agissements et la façon de penser de cette espèce, bien qu'on en faisait partie. Donc on s'est monté un projet comme ça, une espèce de groupe de gens, il était à peu près une dizaine, autour de ce concept. Et donc en utilisant des personnages... qui ne sont pas humains, des animaux, qui racontent à l'homme, qui expliquent à l'homme qu'il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Donc c'est parti de ça, Chaka Ponk, il y a quelques années. Et donc on était déjà un petit peu... on se sentait mal à l'aise, on ne se sentait pas notre place au milieu du système de comportement de l'espèce humaine. Donc on est parti de ça. Et après, on s'est quand même mis à faire de la musique, de l'art en fait, de la musique et des images. Et on racontait des trucs liés à ce constat par la musique et les images. Et les années ont passé, et ça s'est même mis à marcher, Chaka Ponk, et on s'est retrouvés en tournée sur tournée, disque sur disque, plateau de télé, radio, tout ça, des trucs qu'on n'avait pas du tout prévus. Et on s'est rendu compte à un moment qu'on avait complètement lâché le sujet de départ, c'est-à-dire où va l'homme et comment il s'intègre très mal avec son environnement. Et on avait complètement oublié ça, c'est-à-dire qu'on participait en fait au mal. Donc après une de nos nombreuses tournées, on a décidé de relayer un message de la fondation, à l'époque Fondation Nicolas Hulot, qui nous demandait à plein d'artistes de parler d'un projet qui était My Positive Impact, c'est-à-dire de voter pour les meilleures initiatives écologiques de particuliers. Et donc on avait proposé à la fondation, tu m'as demandé, hein, je raconte tout du coup. Ah mais voilà, super, un peu le temps. Bien sûr. Donc de parler, on s'était dit ça n'est plus assez efficace de chanter des trucs, de faire des images ou de relayer des informations sur les réseaux. Est-ce qu'on ne peut pas mettre un petit niveau supplémentaire à l'action? Et donc on s'était mis à en parler pendant les concerts. Donc c'est un truc très périlleux, ça, c'est d'arrêter un concert au milieu, alors que tout le monde vient s'amuser pour penser à autre chose, et de commencer à raconter des trucs un peu déprimants. Donc, mais comment réagit la salle? Voilà, alors on le faisait d'une façon qui s'intégrait pas mal avec notre concept à nous, qui avait justement tendance à raconter ces choses-là. Donc c'est juste que ça devenait concret, c'était plus en anglais, c'était plus à travers des images et des chansons, mais c'est qu'à un moment dans le spectacle, on faisait un discours. Et en fait, c'était assez étonnant parce que les gens étaient hyper réactifs. Alors, c'est-à-dire qu'ils étaient heureux. On voyait des sourires, on sentait, c'était un peu à la Preacher, tu sais, plus on racontait le truc, plus les gens étaient heureux, bonheur. Ils se disaient, ça y est, enfin, quelqu'un en parle. Et à la fin du discours, ils jetaient tous leurs gobelets en plastique en l'air, parce qu'ils étaient heureux. Et on se retrouvait avec 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 gobelets en plastique sur le sol, parce qu'ils étaient contents et qu'il fallait sauver la planète. Donc, là, on s'est dit, il y a un truc qui se passe, c'est-à-dire que les gens ont envie, ils sont réceptifs au message, mais alors ils ne savent pas du tout comment faire, ils n'ont aucune notion des choses. Donc, nous sommes allés voir la Fondation pour la Nature et l'Homme
pour avoir un bilan déjà de l'état de la planète, parce qu'on avait un peu lâché l'affaire et on se renseignait plus vraiment, et puis pour savoir où ils en étaient, comment ils fonctionnaient, qu'est-ce qu'on pouvait faire, et ils nous ont expliqué plein de choses, et on est rentré dans cette espèce de loop de travail avec eux pour constituer un collectif qui est en fait une idée très simple, c'est de rassembler plein de gens qui ont des gros réseaux, qui ont beaucoup de followers, et de leur faire une sorte de listing de gestes ultra simple et surtout ultra efficace. C'est-à-dire que les 20 et quasiment 30, il y en a de plus en plus. Plus 3. On en a fait beaucoup plus. On en avait 200 au départ. Il a fallu simplifier. Ouais, parce qu'en fait, on a décortiqué le quotidien d'un consommateur lambda, où qu'il soit, quel qu'il soit, qui il soit, quelle que soit sa position géographique, son travail, célibataire, famille, pauvre, riche. Alors, et on a décortiqué tout ça. Ce qu'il y a sur la conclusion des gestes, voilà, choisissez là-dedans, c'est facile. Avant, on faisait tout ça. Donc avant que l'ère industrielle, c'est des choses. Avant le recul sur les choses, ouais. Et avant, peut-être aussi qu'on coupe notre lien avec la nature et donc le bon sens. Et si ce n'est pas pour vous, faites-le au moins pour vos petits ou pour vos proches. Ces 22 gestes, il y a des choses assez simples en effet. Pour mes trajets de moins d'1 kilomètre, j'ai recours au transport doux, marche, vélo, roller, trottinette. Oui. Donc moins d'1 kilomètre. Qui fait ça dans la salle? Tout le monde. Hein. À pied, d'accord, ok. Ça, vous le faisiez déjà avant de... Oui, d'accord, très bien. Ensuite, pour les trajets du quotidien, je conduis électrique. Je peux compter ma trottinette ou pas? Oui, écoute, quotidien. Où je prends les transports en commun. Pas mal, ok, très bien. J'achète des fruits et légumes bio de saison et de production locale. Ça c'est hyper... Alors, je fais une petite parenthèse là-dessus. Je vais en faire beaucoup sûrement des parenthèses. Mais alors celle-là, elle est importante, c'est que, en fait, l'idée, et ce qu'on explique dans le truc, c'est de ne pas choisir les fruits par rapport à ce qu'ils sont, mais par rapport à l'étiquette de là d'où ils viennent. C'est-à-dire, regardez pas ce qu'il y a dans le cajot, regardez s'il y a marqué local, France. Voilà. Oui, et là, sûr. Vous prenez, de toute façon, ça sera des fruits quand même. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, locavore, c'est quand même l'une des choses importantes parce que ça limite vraiment l'impact, évidemment, sur l'environnement avec le transport. Ensuite, on continue. Vous avez levé la main, François, pour bio local? Voilà, on passe par une AMAP. Hein. Par une AMAP, d'accord, pas mal quand même. Alors ensuite, pour l'ensemble de mes courses alimentaires, je privilégie le bio. Bon, c'est pas tout le temps simple, mais voilà, on essaye quand même. Je gère mes sacs et mes contenants. J'apporte mes propres tupperwares et récipients à mon épicier ou autre commerçant où je lui ramène ce qu'il me fournit, plats cuisinés, jus, soupe, riz cantonné, etc. Essayez, ça marche, il sera même très content, ou alors c'est qu'il est très méchant. C'est-à-dire que quand vous allez prendre un plat à emporter, vous nettoyez le tupperware ou la barquette dans laquelle... Tu le mets dans la machine à laver la vaisselle en plus. Après, vous revenez voir le même... avec un plat en verre. Oui, tu peux arriver avec ton truc. Soi-même. Mais ça marche vraiment. Hein. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu de commerçants... Alors, tout le concept de ce truc de The Freak, c'est qu'on allait voir la Fondation pour la Nature et l'Homme, on leur proposait des idées de gestes, de transformation des gestes du quotidien. Soit ils nous disaient non mais ça c'est une goutte d'eau dans la mer, ça sert à rien. Soit ils nous disaient ça c'est une super idée. À partir du moment où ils nous disaient c'était une super idée, c'est-à-dire que ça avait vraiment des répercussions positives sur l'environnement, on étudiait la faisabilité du truc parce que le but c'était pas de proposer des choses impossibles. Et donc on allait essayer sur le terrain de voir les commerçants, même les commandes par Deliveroo et tout ça, parce que ce sont des restos locaux, d'aller retourner chez les mecs qui on avait reçu en disant voilà je l'ai lavé, est-ce que vous allez le réutiliser, et quasiment tout le monde disait oui. Alors peut-être qu'ils ne le faisaient pas, enfin il y en a qui nous envoyaient chier quand même assez fort, mais la plupart étaient qui disaient non mais vas-y dégage, beatnik. Et du coup, on le notait celui-là. Et la plupart des commerçants étaient déjà étonnés par la démarche et surpris dans le bon sens. Et puis récupéraient les Tupperware. Et puis après, on récupérait ça. Enfin, ça faisait un cercle, une loupe, zéro déchet. Et c'est important. Et donc, on va peut-être pas détailler les 22. Je vous invite à aller voir sur le site internet thefreaks.fr. Et vous allez voir que c'est assez simple. Les premiers gestes que je viens de donner, c'est exactement le même niveau de difficulté. Alors, ceux qui sont un peu plus compliqués, mais largement réalisables. Pour mes trajets perso, je prends l'avion très rarement. Donc, pour aller au boulot, arrêtez le jet privé.
D'accord. Ça, par contre, nous, on continue. Et l'hélicoptère. Ok. Ça, je suis 100% végétarien. C'est réalisable. Il y a qui est 100% végétarien dans la salle? Il y en a 2. Donc les autres, il faut faire un effort. Je m'engage dans une association où je la soutiens financièrement. Ça, c'est pas très compliqué. Je sais qu'en France, il y a quand même beaucoup de bénévolat. On est quand même très proche des associations. On aide beaucoup. Il y a 3 millions de personnes en France qui investissent du temps ou de l'argent dans les associations. Donc ça, c'est en effet... pas si compliqué que ça. Et alors en plus, si vous ne prenez jamais l'avion, vous êtes végétarien et que vous aidez une association, alors là... Point karma au top. Là, ça peut être vraiment génial. Et attention, c'est aussi un petit point important, c'est que ce sont des comportements qu'il suffit d'appliquer à sa vie personnelle, sa vie privée, pas dans sa vie professionnelle. Parce qu'évidemment, quand on a fait nos petites expériences, qu'on en a parlé autour de nous, on avait toujours les mêmes retours des gens qui disaient « moi, ça sert à rien que je change ma façon de vivre et de consommer, puisque déjà, c'est pas mon boulot, c'est au boulot des politiques de trouver des solutions. J'ai pas d'autre choix que d'acheter les produits qui me sont proposés dans les rayons, donc les industriels, et j'ai un boulot, éventuellement un boulot qui est pas très éco-friendly, voire qui est pollueur, donc ça sert à rien que j'agisse, moi. » Donc le travail de cette idée de The Freaks, c'est dire indépendamment de ta vie professionnelle, indépendamment de la pollution que peut générer ton activité professionnelle, si dans ta vie personnelle et dans ta vie privée, tu inclus ces gestes-là à titre personnel, ça suffit. C'est ça qui est hyper important parce que ça démotivait vraiment les gens de changer leurs habitudes parce qu'ils allaient passer 8 heures par jour dans un endroit où ce n'était pas forcément très, très adapté à la situation. Mais ce n'est pas vrai. Si dans sa vie personnelle on change, ça va tout changer. Et surtout, chacun de nous, par ses actions, devient ambassadeur. Exactement, et peut, par symétrie, par transitivité, par voilà, bref, j'ai des vieux souvenirs de termes mathématiques. On sent les maths. Réussir à avoir un impact. Je vais donner la parole à François Dulac, qui est donc chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Saclay. Vous êtes spécialiste de la pollution atmosphérique. Déjà, est-ce que vous pourriez nous donner quelques détails sur le rapport du GIEC qui est paru en début de semaine et ce qu'il faut retenir de ce rapport du GIEC, donc le groupement intergouvernemental sur le climat qui donne des rapports régulièrement, qui avait eu en 2007 le prix Nobel de la paix, conjointement avec Al Gore à l'époque, et on est en 2018, alors super, ils ont eu le prix Nobel de la paix en 2007, et puis en même temps on se rend compte que malheureusement chaque année ils nous sortent un rapport de plus en plus alarmant, et on a l'impression que ça ne prend pas plus que ça, en particulier chez les politiques. Donc déjà, pour nous, citoyens, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce rapport, François? Bonjour. Alors, on peut retenir plusieurs choses. D'abord, peut-être, ce n'est pas tout à fait tous les ans qu'il y a des rapports du GIEC, parce que c'est un énorme travail qui mobilise la communauté scientifique internationale, plus des représentants des gouvernements. Le GIEC, c'est une instance des Nations Unies qui est mandatée par 195 pays et l'Union européenne pour faire l'évaluation de la science du climat. Et donc, il y a tout un corpus de scientifiques qui sont élus ou proposés par les gouvernements. Il y a des représentants gouvernementaux. Et il faut bien imaginer qu'en fait, derrière, on évalue toutes les publications scientifiques qui sortent sur le sujet. On fait une première proposition de rapport et c'est soumis à discussion, à évaluation de tous les gens qui ont une compétence et quelque chose à dire sur le sujet. Il y a une deuxième version qui tient compte de tous les commentaires, et le rapport qui vient de sortir en début de semaine, il y a eu 42 000 commentaires faits sur la première version. Donc il faut bien s'imaginer le boulot que ça représente et la somme de connaissances qu'il y a derrière. Et derrière cette deuxième version corrigée par les scientifiques en fonction de toutes les remarques, vous avez encore les représentants gouvernementaux qui viennent mettre leur nez pour s'assurer que tout ce qui est écrit n'est pas discutable et repose bien sur des connaissances. Donc, ce qu'écrit le GIEC, c'est un consensus international à la fois des scientifiques et du milieu politique. Donc, il est difficile de remettre en cause ces choses-là. Et à la COP21, donc il y a maintenant 3 ans, vous savez qu'il y a eu un accord sur le changement climatique, arraché un petit peu au forceps, et donc les gouvernements se sont engagés à maintenir autant que possible le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés et si possible 1,5 degré. Et à cette occasion-là, à la signature de cet accord, il a été demandé au GIEC de produire un rapport spécial
sur le changement climatique à plus 1,5 degré. Et donc c'est ce rapport-là qui a été fait en un temps assez record pour le volume de travail que ça représente et qui est sorti en début de semaine. Alors, il y a des bonnes nouvelles, il y en a des moins bonnes. La bonne nouvelle, c'est que maintenir le changement climatique à 1,5 degré, c'est encore possible, mais ça ne va pas être possible très longtemps. Ça suppose des réductions drastiques des émissions de gaz à effet de serre. Ça suppose que dès 2020, on s'engage vers une baisse pour, en gros, diminuer d'un facteur 2 à l'horizon 2030 et qu'on soit en 2050 à des émissions zéro. C'est-à-dire que si on continue à émettre, il va falloir trouver des moyens de piéger le CO2 émis dans l'atmosphère. Il y a d'autres scénarios qui disent en fait, on pourrait peut-être s'autoriser un réchauffement climatique un petit peu supérieur, mais derrière, avoir des moyens de stocker du CO2 atmosphérique pour que, même si on a dépassé pendant quelques années le 1,5, on revienne à 1,5 avec des procédés technologiques. Ça repose sur des paris aujourd'hui qu'on n'est pas certain d'assurer. Donc c'est un engagement pour l'avenir des générations futures qui est très fort et qui repose sur qui crée des risques finalement considérables. Ensuite, pendant longtemps, le GIEC a servi à évaluer la science du climat, mais on s'est rendu compte très rapidement que pour faire des scénarios climatiques, il fallait faire des scénarios économiques. Quelle quantité de gaz à effet de serre on va émettre dans les prochaines décennies? Il y a derrière des solutions technologiques, des choix à faire. Donc les économistes se sont mis à travailler, à nous faire des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui servaient aux climatologues à faire des projections des changements climatiques futurs. Et progressivement, on s'est aperçu que travailler sur l'économie, ça veut dire aussi évaluer les impacts. Et donc aujourd'hui, dans le GIEC, on a non seulement un groupe de travail qui regarde la science du climat, la physique, mais on a aussi un groupe qui regarde tout ce qui est impact, qui fait des évaluations des impacts, et un troisième groupe qui étudie les trajectoires en fait, qui doivent être respectées pour tenir des réchauffements à 1,5, 2, voire plus. Voilà, donc première bonne nouvelle, c'est encore possible. Mauvaise nouvelle, c'est que les effets, les impacts du réchauffement climatique ne sont pas linéaires. C'est-à-dire que plus on va augmenter le réchauffement, plus on va souffrir. Et plus on va faire souffrir, finalement, les pays pauvres, les gens pauvres dans les pays riches, et de façon non linéaire. C'est-à-dire qu'un réchauffement à 2 degrés a des conséquences beaucoup plus dramatiques qu'un réchauffement à 1,5. Au-delà de 2 degrés, on sait aujourd'hui avec une grande certitude qu'il y a un certain nombre d'écosystèmes qui ne vont pas supporter. Vous avez des animaux, des plantes qui n'ont pas des capacités de déplacement assez rapides pour suivre les évolutions du climat, et donc on va les faire disparaître. On a déjà observé en Méditerranée des réchauffements de 1 degré, des pointes de chaleur en été à 29 qui font crever les éponges, un certain nombre d'algues. Et ces écosystèmes-là qui subissent des réchauffements climatiques aussi forts tous les ans vont disparaître en quelques années. Donc les impacts, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire. Et donc ce que nous dit le GIEC, c'est que limiter le réchauffement à 1,5, aujourd'hui, ça doit être l'objectif. Si on ne fait pas ça, on aura des impacts à supporter avec des coûts, avec des conséquences sur les populations, sur les écosystèmes qui sont sans commune mesure. Ce que nous dit aussi le rapport, donc on appelle SR 1,5 pour Special Report 1,5 degré, c'est que en fait, si on attend qu'on continue sur les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre actuelles, on va sur un réchauffement qui est au-delà de 3 degrés. À quel horizon ? Alors, on parle aujourd'hui d'horizon 2100, on parle d'horizon de fin de siècle. Donc, ce qu'on appelle dans notre jargon le business as usual, c'est-à-dire qu'on va continuer à vivre finalement avec notre addiction aux énergies carbonées. Tout ça, ça nous emmène à la fin du siècle à un réchauffement de 5 degrés. Il faut savoir, quand même, pour remettre ça en perspective, qu'il y a 20 000 ans, on était sur un âge glaciaire. On avait une carotte de glace qui couvrait l'Arctique, l'Amérique du Nord, une grande partie de l'Europe. On avait des gens qui vivaient dans des cavernes et qui chassaient des rennes dans le sud de la France. La différence de température moyenne de la planète, à cette époque, c'était 6 degrés. Voilà. Donc on s'apprête à reproduire en un siècle
un changement climatique qui a pris 20 000 ans entre une époque glaciaire et aujourd'hui. Et on s'apprête dans l'autre sens à réchauffer le climat de 5 degrés en un siècle. Donc vous voyez un petit peu la différence d'impact que ça représente. Voilà, donc la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Ça va être très compliqué. Il faut quand même réaliser que pour arriver à ça, il faut changer notre mode de vie. On ne peut pas imaginer continuer à être aussi dépendant des énergies carbonées et diminuer par un facteur 2 nos émissions de gaz carbonique. Donc peut-être l'ADEME en dira un petit peu plus là-dessus, mais moi je vois une très grande difficulté, c'est que en fait, on a des pays et des sociétés extrêmement puissantes qui sont assis sur des tas d'or noir. Et ils vont donc inventer toutes les possibilités, tous les bons moyens, faire le lobbying qu'ils pourront faire pour qu'on brûle ce carbone, pour qu'on brûle ce pétrole. Et même, on continue à faire des forages en pleine mer, on continue à subventionner, il y a des États qui continuent à subventionner l'exploration pétrolière au large. Parce que pour les pays qui découvrent des ressources pétrolières au large, eh ben, évidemment, c'est une ressource potentielle de revenus considérables. Donc personne n'a envie d'arrêter ça, personne. Et donc il y a vraiment une prise de conscience dans la société. Je pense que les petits gestes, c'est bien. Mais il y a une prise de conscience qui fait qu'il faut que la société fasse une pression extraordinaire pour qu'on arrête de subventionner toute cette industrie de l'énergie carbonée. Sinon, il est clair qu'on va dans le mur. Le secrétaire général de l'ONU l'a déclaré récemment, ça va dans le sens de ce que vous venez de dire, François. Il nous reste 2 ans pour changer les pratiques avant de basculer dans un monde qui va être difficile de réussir à régler. Donc on va dépasser ce 1,5 si dans les 2 ans on ne se décide pas. Et puis en même temps, lors des COP, le transport maritime, par exemple, a été retiré des discussions par les gouvernements. Or, le transport maritime, on le sait, est quand même l'un des principaux pollueurs aujourd'hui dans le monde. Il y a, je crois, je donne une approximation, mais 60 000 cargos et bateaux au même moment sur les eaux et sur tous les océans au même instant. Donc vous imaginez ce que ça représente comme pollution. Et le transport maritime ne fait pas partie des discussions des différentes COP, la COP 21, puis la suivante au Maroc, etc. Donc on sent bien que c'est aussi les gouvernements qu'il faut faire bouger. Comment est-ce que vous, à l'ADEME, vous abordez ça? Parce que vous, justement, vous êtes en relation directe avec le gouvernement, vous êtes une agence gouvernementale, et en même temps, vous vous adressez au grand public. Donc comment est-ce qu'on fait pour trouver un point d'équilibre par rapport à ça, et en plus en rapport avec l'urgence dans laquelle on est? Donc, bonjour à tous. Donc effectivement, on est plus qu'en rapport direct avec les gouvernements, puisqu'on est sous tutelle du gouvernement et on est financé quasiment à 100% par le gouvernement français en l'occurrence. Alors du coup, quand on est dans une situation, il y a plusieurs éléments. La première, c'est qu'on voit quand même depuis 2008, et notamment depuis le Grenelle de l'environnement, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Grenelle de l'environnement, sous Sarkozy, Jean-Louis Borloo. Exactement. On voit quand même une certaine évolution, puisque on a fait ce qui avait en fait à peu près jamais été fait en France, c'est-à-dire qu'on a défini des objectifs très clairs en matière de pénétration des énergies renouvelables, de recyclage, de réduction des pesticides, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a été assez transformant. On a mis, d'un point de vue gouvernemental, le problème et la solution dans le même ministère. Je vous rappelle que jusqu'à présent, jusqu'en 2008, le ministère de l'Environnement en France, c'était moins de 1000 personnes. Et donc on avait une agence, donc nous, qui était plus grosse qu'eux. Et là, Jean-Louis Borloo a fait un truc absolument génial, c'est qu'il a dit je mets les transports, les bâtiments, l'aménagement avec l'environnement. Et donc je mets les problèmes avec une partie de la solution, et j'essaye de créer un ministère qui va, à travers la coopération entre services et thématiques, etc., faire un peu bouger les lignes. Bon, le constat, 10 ans après, il est de plusieurs natures. Premièrement, aujourd'hui, en toute honnêteté, se promener dans un ministère et rencontrer quelqu'un qui vous dit que le changement climatique c'est de la foutaise, ça n'existe plus.
C'était le cas il y a 10 ans. On pouvait encore, je me rappelle, dans mes premières années professionnelles, me retrouver au ministère du Bâtiment, au ministère des Transports, et puis à leur parler de mobilité électrique, de services de mobilité, de ce qui peut ressembler à des Vélib, avec les gens me regardant, me disant vous êtes qui vous, monsieur? Ah oui, oui, ok, ouais, ça a l'air intéressant votre truc, mais on va pas le faire. Bon, aujourd'hui, très sincèrement, quand vous promenez, vous allez, bon. Vous, au ministère de l'Agriculture, etc., vous avez quand même une prise de conscience assez générale. Ça, c'est un premier élément fort, et c'est en partie lié au Grenelle de l'environnement, et puis à toute cette expertise internationale qui s'est développée, notamment avec le GIEC depuis 1988. Voilà. La deuxième chose, le constat, c'est qu'on se rend compte que là où on a voulu mettre les moyens, ça a marché, et puis là, on n'a pas voulu mettre les moyens, ça ne marche pas. Alors c'est tout bête dit comme ça, mais ça veut dire qu'on a un pouvoir d'agir. Typiquement, je vous donne un exemple. Au moment du Grenelle de l'environnement, on a mis en place quelque chose qui s'appelle le fonds chaleur. Le fonds chaleur, c'est 200 millions d'euros par an qui permettent de financer de la chaleur renouvelable. Alors la chaleur renouvelable, c'est quoi? C'est tout ce qui sert à chauffer vos logements, et vous faites de la géothermie, donc vous faites un trou, vous récupérez la chaleur, et puis cette chaleur devient renouvelable au lieu que ce soit du gaz, du fioul, etc. Donc en Île-de-France, il y a 10 ans, 25% de la chaleur qui passait dans vos réseaux de chaleur et qui chauffent vos maisons était issue de chaleur renouvelable. Aujourd'hui, on est à 50%. 50% de ce qui passe dans les réseaux de chaleur en Île-de-France est d'origine renouvelable. Personne ne le sait. Et d'ailleurs, dans les gestes proposés par The Freaks, il y a aussi le fait de ne pas chauffer son appartement au-delà de 19 degrés l'hiver, et on met un gros pull. Voilà. Oui. Ça, c'est, voilà. Et l'été, on n'utilise pas de clim, on utilise un ventilateur éventuellement, et on se balade à poil. Ou du froid renouvelable. Oui, aussi. Parce qu'on peut produire du froid avec des énergies renouvelables. Je vais me permettre de vous couper, Michel, parce qu'on se rend compte qu'il y a des bonnes pratiques qui sont faites, induites et initiées par l'ADEME, entre autres, qui est le principal acteur aujourd'hui de la transition énergétique en France. Mais on se rend compte qu'on demande aux consommateurs, aux citoyens de faire des actions. Et puis, à côté de ça, tous les jours, l'actualité nous prouve qu'il n'y a pas de courage politique face aux grands groupes. Et on a le sentiment, à un moment donné, d'être un petit peu désarmé. C'est-à-dire qu'il y a les scientifiques qui nous disent « on va droit dans le mur ». Il y a les demandes qui nous sont faites en disant « bon, bah, alors triez vos déchets, faites attention à ce que vous mangez, mangez locavore, faites attention à l'autre parce que la planète est en danger ». Et puis, on allume la télé, on lit le journal et on voit que ça continue à polluer, on continue à donner des permis de polluer. Donc quelle est la solution? Est-ce que justement le fait que les scientifiques soient inaudibles malgré le constat extrêmement précis, là c'est la science, on nous dit voilà ce qui va se passer et ça peut même être encore pire. La solution c'est justement de passer par la société civile, les artistes pour qu'à un moment on soit suffisamment nombreux dans la rue. C'est ce que prône Cyril Dion qui était là hier avec son film Après-demain. Il prône pour un lobby citoyen et pardon de l'expression, mais à un moment donné si on est des millions dans la rue, peut-être qu'on arrivera à leur tordre le bras. Mais même pas dans la rue, il suffit. En fait, nous, quand on s'est pris la tête sur cette histoire de Freaks, on a appelé un truc le triangle des Bermudas. Alors, c'est en fait 3 points qui sont constitués, un par les électeurs et les consommateurs, l'autre par les politiques et le troisième par les industriels. Et ils sont en interaction permanente. Et on se disait que il y avait rien de plus efficace, la marche citoyenne la plus efficace, la pétition la plus efficace, c'est de changer, de décider de changer sa manière de consommer. C'est-à-dire que dans la journée, même sans aller marcher le samedi avec plein de gens, et je vous conseille de le faire parce que c'est important, mais rien que dans la journée, dans toutes vos journées, si vous dites non à certains produits, si vous vous orientez vers certains autres produits, si on reprend le recul et l'analyse des choses et qu'on intègre dans notre choix de consommation pas seulement le prix et l'accessibilité, mais est-ce que c'est bon pour ma santé? Est-ce que j'achète? Est-ce que c'est bon pour l'environnement? Est-ce que c'est bon pour le futur? Si on intègre ça, les industriels, ils nous scrutent à la loupe
tous les jours. Donc ils vont percevoir le changement au quotidien de notre façon de consommer. Ils vont percevoir qu'on refuse certains produits et qu'on se met de plus en plus vers des produits plus éco-friendly. Et ils vont aller naturellement, de même pour les mauvaises raisons, mais quand même pour les bonnes, vers une production différente. Et c'est pareil pour les politiques. Ce travail de conscientisation des gens, des peuples, du peuple, du rapport à la nature, à la flore, à la faune, et on s'est totalement égaré. Et à un moment donné, je crois qu'il y a un vrai travail de désintox à faire parce qu'on est devenu dépendant de tout ce qui est industriel, de notre consommation n'est plus du tout en conscience. On consomme ce qu'on nous donne. Et à un moment donné, je pense que c'est en réfléchissant sur et arrêtons d'attendre des politiques. Ce serait formidable qu'ils aillent. Apparemment, il y a une évolution, mais elle est clairement pas assez rapide. Et à un moment donné, je pense qu'il y a vraiment une conscientisation à l'échelle du citoyen. Parce que les premiers à payer les pesticides, l'air qu'on respire, tout ça, c'est pour tout le monde. C'est les jeunes, c'est le futur, mais c'est même le passé et c'est même aujourd'hui. Et ça touche tout le monde. Et à un moment donné, quand on voit ce qui se passe au niveau des espèces, de la disparition de la faune, enfin, il y a des conséquences sont tellement graves que je pense qu'on est à un stade d'urgence. Et en même temps, on n'a pas envie de faire peur. Mais on est à un niveau d'urgence où il va falloir qu'on réalise qu'il n'y a pas la nature et l'homme, mais que c'est une seule chose, une seule entité, et que tout ce qu'on fait à la nature, on se le fait à soi-même, parce que ce qui est le plastique qu'on fout dans les océans, à un moment donné, on se le ravale pour nous, parce que les poissons, on se les bouffe, même si je suis végane, donc je ne suis pas la première concernée, je m'évite ça. Les pesticides, le glyphosate, tout ça, c'est pour notre gueule. Donc à un moment donné, il faut aussi... je suis super contente que les politiques arrivent à prendre conscience un peu, beaucoup. De toute façon, c'est dans tous les cas pas assez. Et nous, ce qu'on croit justement à travers ce projet The Freaks, c'est que les gens, c'est par nous que ça peut changer. Parce que si nous, on change, les industriels devront s'adapter. Et les politiques, même s'il y a une petite évolution qui, pour moi, et je crois pour tous, n'est pas suffisante, ça se fera. Mais pour nous, on est convaincus que c'est mieux avec les politiques, mais on ne va pas se mettre à les attendre, ni les industriels, parce qu'on a un système de base capitaliste, un système qui ne marche pas, et à un moment donné, il y a un retour à la nature, un retour à l'essentiel, qui est vital si on veut continuer. D'ailleurs, on voit les résultats climatiques, le réchauffement, tout ce qui se passe. C'est déjà commencé, c'est-à-dire que les conséquences ont déjà commencé et voilà. Il y a Aurélien, pardon. Non, vas-y. Non, mais je t'ai coupé la parole. Non, je suis désolé. J'en ai pas pour longtemps. Allez, embrassez-vous. Sans rancune. Non, il y a justement pour rebondir avec ce que dit Sam et l'importance de la synergie de masse pour changer les choses, parce que on est quand même super fort en termes de synergie, vu qu'on est en train de foutre en l'air des millions d'années on est des moutons. Voilà, de création d'espèces et tout ça, on est en train de le foutre en l'air en quelques années. Donc on est capable de faire des choses géniales aussi avec cette synergie, je pense. Il y a Aurélien Barraud qui disait, je ne sais pas si vous connaissez ce scientifique philosophe, qui disait les hommes politiques d'aujourd'hui peuvent être les plus grands lâches de l'histoire ou les plus grands héros. Mais ça s'applique aux 3 points du triangle des Bermudas, c'est-à-dire qu'on peut être la génération qui décide de consommer différemment, de prendre un peu plus de temps pour faire ses courses ou d'aller chercher les produits un peu plus loin pour que ce soit en bonne conscience et pour que ça nous fasse du bien à l'environnement. Les industriels de cette génération peuvent être les premiers à réduire leurs bénéfices personnels pour travailler sur des nouvelles techniques de production de produits, et les hommes politiques, effectivement, peuvent être aussi de cette génération, de cette époque de maintenant, les premiers à décider d'obliger les gens, de proposer des lois impopulaires, des idées impopulaires, au risque de perdre leur job, mais de dire le pouvoir d'achat, c'est ce que l'ensemble des électeurs ont envie d'entendre. Avoir du boulot, c'est ce que l'ensemble des électeurs ont envie d'entendre pour des programmes de politique. Mais avoir le courage de dire, je ne sais pas si je vais réussir à réduire le chômage, par contre, je vais travailler à ce que le travail que tu fais soit bon pour ton épanouissement et pour l'environnement. Ça, je m'engage à le faire, mais je ne suis pas sûr de pouvoir avoir du boulot pour tout le monde. C'est courageux et ça serait en adéquation avec la situation. Et aussi de dire, je ne sais pas si je vais augmenter ton pouvoir d'achat, si ça se trouve, il va diminuer. Par contre, je m'engage à ce que les produits que tu achètes soient des produits bons pour toi
et pour les générations futures, et pour l'environnement. Ça, c'est des choses que les politiques devraient dire aux gens. Ce que tu veux entendre, je ne peux pas te le donner, par contre, je vais travailler sur quelque chose d'encore mieux. Et ça se fait pas beaucoup. Je vais donner la parole à François et puis ensuite à Michel. Et juste pour rebondir sur ce que disait Fra, c'est une question de temps en fait, à tout point de vue. C'est-à-dire qu'il faut reprendre le temps de cuisiner, pas d'acheter des produits préparés, il faut avoir le temps de le faire aussi. Et de la même façon, je résume, hein, parce que sinon on va y passer une après-midi et vous en êtes certainement conscient, mais pour les politiques, c'est également une question de temps, c'est-à-dire que l'impact de leurs décisions ne sera pas immédiat. Et donc, pour des raisons électorales, ça va être difficile de dire, regardez, c'est grâce à nous. Mais en revanche, le temps long fait que les impacts seront meilleurs sur la croissance verte, également sur l'économie, également sur l'emploi. Mais ça, c'est difficile dans une société où surtout tout est quand on n'a plus le temps. Dans l'immédiateté. François Dulac. Oui, alors moi je voulais prendre ma casquette de militant associatif, puisque bon, les scientifiques font un travail de base, mais ils sont aussi de plus en plus conscients des difficultés, et donc ils s'engagent... certains dans des partis politiques, d'autres dans des associations pour faire de l'éducation et pour pousser les gens à faire des actions. Et moi, je pense qu'on a en France un outil extraordinaire qui sont les lois de l'économie sociale et solidaire. Donc je ne ferai pas de publicité pour la personne qui les a mises en place il y a quelques années, mais c'est un outil qui permet de repenser l'économie. On est aujourd'hui dans un système capitaliste qui a vocation à créer du dividende pour des entités totalement impersonnalisées et dont l'objectif n'est que de faire du dividende et à tout prix, sans aucune espèce de considération environnementale, humaine, sociale ou de justice ou de quoi que ce soit. Et on a aujourd'hui cet écosystème de l'économie sociale et solidaire qui permet de créer des entreprises qui ne délivrent quasiment plus de dividendes, où tous les bénéfices sont réinvestis finalement pour le profit du plus grand monde. Donc je pense que un des gestes citoyens très forts, c'est de mettre cette économie sociale et solidaire en mouvement, qu'elle devienne finalement le courant majoritaire, qu'on oublie un petit peu ce système capitaliste qui nous amène dans le mur et qu'on recrée un système économique qui se préoccupe du bien-être de tous les acteurs, qui refait vivre l'économie locale et qui finalement permet d'oublier ce système qui nous emmène toute la valeur ajoutée dans des paradis fiscaux en mettant la planète sans dessus-dessous. C'est un peu le thème dans Cyril Dion demain. Voilà, alors là je vois qu'on a par exemple des gobelets aux couleurs d'Enercop. Enercop, c'est un producteur d'énergie, donc vous pouvez vous abonner pour avoir votre courant à la maison. C'est quelqu'un qui ne vend que ce qu'il fait fabriquer en énergie renouvelable. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, se poser des questions sur quelle banque on a notre argent, qu'est-ce qu'elle finance cette banque, où est-ce qu'on achète notre énergie, elle brûle du pétrole, elle brûle du charbon, notre compagnie d'électricité. Je pense que ce genre de questions, c'est aussi très important pour faire levier sur la façon dont fonctionne l'économie. Et si on ne fait pas levier sur la façon dont fonctionne l'économie aujourd'hui, on ne va pas y arriver, parce que le système dominant, il a des moyens de contrainte extraordinaires. Dans tous les pays, les gens qui sont au pouvoir viennent de la finance et on contribue à continuer à financiariser l'économie. Donc je pense qu'il y a une réflexion de ce type-là à avoir. Il faut aussi réfléchir à où est-ce qu'on achète, où est-ce qu'on place notre argent. On l'a vu de toute façon, notre manière de consommer influe, là, je n'ai pas le détail, mais j'ai vu que Carrefour avait lancé une opération où ils s'engagent à ne plus, dans leurs produits de marque Carrefour, voilà. Excusez-moi, je n'ai pas le terme exact. Ils se sont engagés à ne plus faire des produits contenant des pesticides, à être vertueux, à être dans les valeurs du développement durable. Mais ils ne le font pas parce que ils le font pas du tout pour les bonnes raisons, comme disait tout à l'heure Fra. Si on doit considérer que les mauvaises, pour des raisons éthiques, ils le font pour des raisons purement commerciales, parce qu'ils se rendent compte que les consommateurs ont les applications comme Yuka et tout, passent leur temps à scanner les codes barres et à regarder si c'est bon ou pas pour leur santé. Donc ils se rendent compte que le consommateur commence à raisonner sur ce qu'il achète. Donc à un moment donné, ils se sont dit on va aller dans ce secteur de marketing. Donc voilà, on est des consommateurs pour utiliser ce néologisme. C'est très important. On a plus de pouvoir qu'on le pense. Bon, on a effectivement beaucoup plus de pouvoir qu'on le pense, parce qu'en fait, en fonction de ce qu'on consomme, on fait évoluer ou pas et les modèles d'affaires
et la nature des modèles économiques des entreprises. Effectivement, si vous êtes client de coopératives de production d'électricité, à un moment donné, l'opérateur de production d'électricité historique va finir par se poser des questions parce qu'il va voir ses parts de marché diminuer, et puis il va dire, bah, tiens, en fait, peut-être que le nucléaire, ou peut-être que le réseau centralisé, etc., c'est peut-être ce que les gens ne veulent plus. Et cette pression du consommateur, elle est extrêmement importante, parce que le triangle consommateur, entreprise, politique, il est vraiment extrêmement... il est au cœur de tout. Je vous donne un exemple, on retraverse le périph'. On a une maire d'une grande ville française qui a dit plus de véhicules diesel en 2024 et plus de véhicules thermiques en 2030. Dans quelle ville? Paris, je crois. Et je ferme les voies sur berge. Elle est toute seule. Elle est toute seule. Il y a un juge de paix qui va arriver en 2020, et ce juge de paix, il est extrêmement intéressant. Est-ce qu'elle va gagner ou perdre, sachant que si elle gagne ou si elle perd, ça sera très probablement en partie lié à ça, ce que nous disent les sondages. Et ce qu'on discutait juste avant, c'est regarder la manière dont les médias, on peut tous les passer, hein, les radios, les télés, etc., ont traité ces sujets. Rétrograde. Honteux. Honteux aujourd'hui. Un jour où un rapport du GIEC sort, depuis 1988, on en est au 5e, 6e, je pense. Donc ça fait 20 ans, si je compte bien, 30 ans. Avoir, dans un pays développé et éduqué, comme la France, des médias qui traitent une information d'une si grande importance, parce que Paris est regardé dans le monde entier, parce que San Francisco, Boston, Tokyo, Singapour viennent à Paris pour savoir comment elle a fait. Et avoir des médias, et on en discutait juste avant, qui traitent cette information par-dessus la jambe, voire en se moquant, on peut se demander, du coup, effectivement, Si on n'est a pas dans la besoin merde. effectivement, on a besoin des consommateurs. C'est ce que nous dit l'ancien ministre de l'écologie quand il démissionne. J'ai besoin d'avoir 2 millions de personnes dans la rue pour dire plus de moteurs thermiques. J'ai besoin d'avoir 2 millions de personnes dans la rue pour dire plus de pesticides ou bio. Et ça, on a besoin d'initiatives comme Fric pour le faire. Nous, je vous donne un exemple. Une agence gouvernementale comme la nôtre, on a 80 000 followers à tout casser sur Twitter. Si on fait des trucs sympas avec des youtubeurs, avec The Fric, etc., on fait facteur 5. Il faudrait demander aux Kardashians, en fait. Ouais. On fait un carton. Ouais, et parce qu'on a Avec un besoin, cas, on a du carton. besoin, on n'a pas forcément ces codes, on a besoin d'avoir des influenceurs, on a besoin d'avoir des youtubeurs, on a besoin d'avoir des personnes comme vous deux qui parlent aux jeunes, qui disent des choses qu'ils vont avoir écouter, qui vont le dire avec leurs mots, etc. Ce que nous, on va avoir un peu de mal à faire, mais qui font qu'au bout d'un moment, tout le monde va basculer, va se dire, bah tiens aujourd'hui, c'est ma facture d'électricité que je vais regarder. Tiens, demain, c'est l'ordinateur que je ne vais pas changer. Tiens, demain, c'est là où je vais faire mon marché. Tiens, le surlendemain, c'est le sac que je vais prendre. C'est ce qu'on a fait, voilà. d'ailleurs. Exactement. Et on a vraiment besoin de ça pour qu'en fait, petit à petit, c'est 1,5, 2 millions, 3, 5, 10, 15 millions de personnes qui deviennent des petits ambassadeurs et qui en fait en parlent à leur travail, en parlent à l'apéro, en parlent avec leurs voisins, en parlent avec leurs enfants, en parlent avec l'école, etc. pour que chacun regarde là où il est à l'aise. C'est ça qui est important, là où il est à l'aise. Moi par exemple, je fais du vélo électrique. Je trouve ça absolument génial. C'était ma petite révolution personnelle il y a 2 ans. Je fais tous mes déplacements professionnels en vélo électrique alors que je cours dans toute l'Île-de-France. Vous courez ou vous êtes en vélo? Faudrait savoir. Et soyez précis. j'ai fait embarquer tout un tas, toute l'équipe avec laquelle on travaille, nos collègues, etc. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Le gars, il arrive, il est directeur régional, il arrive sans cravate et en vélo électrique un peu transpirant. Et en fait, petit à petit, les gens se disent, ah mais zut, c'est peut-être ça qu'il faut faire, on est moins stressé, on est en forme, on s'est détendu en rentrant le soir chez soi, on est plus attentionné avec sa famille, ses enfants, etc. Et en même temps, on a eu un petit acte qui fait que, au lieu de prendre sa voiture, on n'a pas émis de gaz à effet de serre pour se déplacer. C'est 3000 km par an.
dans une zone où chaque kilomètre compte, puisqu'on a des contraintes de qualité de l'air qui sont énormes. Et ça, il faut commencer par ce sur quoi on est à l'aise. Ça, c'est extrêmement important. Et ça nous donne de l'importance aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de penser qu'on est dans une société d'hyperconsommation où tout va toujours très vite, on n'a pas le temps de réfléchir. Et je pense que il n'y a rien de... C'est vraiment... La bonne nouvelle, c'est qu'il y a moyen de reprendre pouvoir sur sa vie et quelque part de penser à échelle citoyenne individuelle. Il y a moyen de faire quelque chose. Je pense que les gens ont oublié tellement, je pense qu'on a un réel travail de désintox à faire par rapport à toutes les informations qu'on reçoit, que ce soit sur Internet, que ce soit quand on va faire ses courses, mais on va pas sur ce dont on a besoin, on va sur ce qu'on nous propose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un retour à soi-même, des besoins, retour à l'humain, et il y a une vraie sensation de bien-être à faire les choses bien en sachant que ça n'aura pas des conséquences sur la planète et donc sur l'homme. Ce retour à l'humain est gratifiant. Et surtout, nous, on était nuls, Chaka Ponk, avec toutes nos chansons et nos trucs sur la planète, les animaux, tout ça. Surtout toi. Surtout moi. Et c'est vrai, on n'était pas vraiment on n'avait pas donné de leçons à qui que ce soit. Mais on s'est rendu compte, en fait, avec ce travail, avec un travail qui a duré 3 ans pour faire cette liste. Alors vous allez dire, on n'a rien foutu. Non, pas du tout. C'était l'enfer de trouver les vrais gestes qui marchent vraiment, qui ont vraiment un impact important, et puis surtout qu'ils soient possibles. On a essayé plein, ça ne marchait pas. Et on s'est rendu compte, avec bonheur, après avoir failli arrêter plein de fois, qu'en fait, c'est super facile. C'est juste qu'on ne sait pas comment faire et qu'on n'a pas l'impression que par exemple, de ne plus jamais acheter une bouteille en plastique, c'est facile. Et on n'est pas obligé de payer pour boire de l'eau, quoi. Il y a moyen, en fait. C'est vraiment... L'eau du robinet, elle est formidable ici. C'est la question du bien commun de l'humanité qui est en train d'être privatisée. C'est encore un autre sujet. Il y a plein d'autres solutions, même sans l'eau du robinet, pour ceux qui sont le plus flippés de ça, de plus jamais... il y a 25 millions de bouteilles en plastique en France aujourd'hui qu'on a achetées, nous. Et si du jour au lendemain, ces 25 millions de bouteilles qui ne sont pas vraiment recyclées, on croit toujours que ça va, j'ai acheté une bouteille en plastique, mais elle va servir à faire une maison pour un Africain. Ça, c'est pas vrai. Il n'y en a même pas la moitié qui est recyclée, puis la plupart sont jetées avec de l'eau dedans. Donc c'est pas très cool. Et pareil pour l'élevage, si on commence à diminuer sa quantité de viande, on sait très bien, en dehors du fait même si moi personnellement je suis très dans la souffrance animale, mais c'est pas le sujet, c'est écologiquement parlant, en diminuant la viande 2 jours par semaine, on est bien. On peut plus aujourd'hui, vu l'impact écologique de l'élevage, on peut plus se permettre de manger de la viande tous les jours. C'est pas faisable. C'est pas. À un moment donné, c'est être auto-responsable et que d'arrêter ou moins de diminuer fortement la viande. Et c'est réellement ou la possible. volaille. Ou alors, si on veut manger de la viande, on prend un arc, un couteau, puis on va chasser à main nue la bête dans la forêt. Ou alors on mange des humains. Ça, il y en a plein. Voilà. On peut plus se le permettre, en fait, écologiquement parlant. Franchement, après, certains, vu ce qu'ils mangent, t'as pas envie de les manger. Non, c'est vrai. Voilà. Bon, pardon, excusez-moi, on s'égare. Revenons à ce que vous disiez à l'instant. Il y a des pratiques dont on peut s'inspirer en Europe et dans le monde. J'imagine que l'ADEME regarde attentivement des pays qui ont des pratiques vertueuses. C'est difficile, personne n'est 100% vertueux, mais des pays peut-être un peu plus impliqués que la France et sur tout ce qui est écologique. Je me tourne vers l'Allemagne, par exemple. Est-ce que c'est juste de penser que l'Allemagne, sur la consommation et entre autres sur l'utilisation des emballages, est déjà un peu en avance par rapport à nous ? Sur ce point-là, effectivement, puisqu'en fait, ils sont dans un écosystème citoyen, politique et industriel assez différent de nous. Ils sont dans un écosystème beaucoup plus décentralisé. C'est-à-dire que lorsqu'une bonne pratique va avoir de l'impact, on peut gérer ça à l'échelle de Länder, par exemple, en Bavière, en Hesse, etc. Et donc on n'est pas obligé d'amener tout un pays derrière une bonne pratique pour ensuite aller convaincre l'opérateur ou la grande distribution, qui est moins forte en Allemagne que chez nous, de faire évoluer leur pratique. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est assez différent. Et du coup, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, dans tout ce qui est vente en vrac, c'est diffusé beaucoup plus tôt et beaucoup plus rapidement que chez nous. Alors aujourd'hui, lorsqu'on va à Franprix, à Monoprix, à Auchan, etc., on voit ces rayons vente en vrac arriver.
Mais la grosse différence avec l'Allemagne, c'est-à-dire qu'on a commencé ça 15 à 20 ans après eux, puisque nous, on est dans un écosystème où on a des acteurs industriels qui sont beaucoup plus gros. Donc, quand on veut les faire bouger, il faut appuyer beaucoup plus fort, et du point de vue des citoyens et du point de vue du politique. Et qu'en fait, ces sujets sont arrivés dans la pratique beaucoup plus tard, puisque politiquement, hein, la première loi qui a vraiment poussé à l'économie circulaire, c'est-à-dire tout ce qui est moins d'emballage, etc., c'est une loi de 2015. Donc oui, on est un petit peu en retard, mais c'est là, sans nous répéter, c'est là qu'on a un impact. C'est-à-dire que exactement, quand on met le pain au chocolat ou une chocolatine selon l'endroit d'où vous êtes, je ne veux pas lancer de polémique, donc quand vous mettez le pain au chocolat dans un sachet en papier et que ce sachet en papier avec le pain au chocolat est donné avec un sachet en plastique, ça fait trop au final, comme ce pain au chocolat normalement est destiné à être mangé, prenez-le directement dans la main et vous le mangez, et puis voilà, faites-vous plaisir, mais sans forcément tous ces emballages. Il ne faut pas être gêné de le refuser, d'ailleurs. Comment ? Il ne faut pas être gêné de le refuser. Non, mais c'est ça, c'est déjà. C'est ça. Moi, j'avais du mal à le refuser aux commerçants. On me sert un Perrier, il y a une paille, je fais non, sans paille, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut oser le faire aussi. François ? Et il y a un domaine aussi où les Allemands nous montrent l'exemple, c'est la production d'énergie photovoltaïque. En fait, en Allemagne, ça s'est énormément développé. Je me demande même si maintenant ils ne sont pas à plus de 50% de photovoltaïque sur leur production situation de pic, oui. En pic, voilà. Et en fait, ça part au départ d'initiatives citoyennes. Ce sont les citoyens allemands qui ont permis, par leur investissement, ce développement de l'énergie solaire. Et on a maintenant un certain nombre d'initiatives en France pour inciter les communes à mettre des toits de bâtiments publics à disposition et faire en sorte que les citoyens financent des coopératives pour produire de l'énergie solaire qui sera utilisée localement. Donc je pense que ça fait partie des choses, il faut se renseigner dans son environnement. Il y a sûrement une initiative comme ça. Donc il faut aller voir Énergie Partagée, du coup en Ile-de-France, hein, qui est une des structures qui accompagne ce type de projet. Bon, ils ont un site internet, vous regardez où est le projet le plus proche de chez vous et comment vous pouvez y contribuer. C'est-à-dire le projet, détaillez-le en quelques mots. Donc en fait, ce sont des projets de production d'énergie. Alors ça peut être des fermes éoliennes, des panneaux photovoltaïques, des installations de méthanisation. Par exemple, c'est ce qu'on voit essentiellement. Et c'est un projet qui vient d'un collectif de citoyens qui dit typiquement, moi j'habite dans une copropriété et puis j'ai des toits. Et sur ces toits, en fait, j'ai envie de mettre des panneaux solaires. Et donc, je regarde un peu comment je peux faire ça. Dans ce collectif de citoyens, il y a un comptable, il y a quelqu'un qui a une expertise d'ingénieur, etc. Et puis, ils vont voir une association qui s'appelle Énergie Partagée, qui vont les aider à faire mûrir leur projet. Le nombre de panneaux solaires que je dois mettre, quelles caractéristiques, est-ce que je dois les pencher comme ça ou comme ça, etc. Et ils vont les aider à monter ce projet, boucler le tour de table financier, parce qu'à un moment donné, il faut que ça... Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'à partir du moment où les projets sont montés comme ça, les collectivités suivent. Le maire, souvent, il est très content, parce que c'est un projet qui ne connaîtra pas d'opposition, puisqu'il vient du citoyen. Alors qu'aujourd'hui, le maire, il a un petit problème, c'est quand il veut mettre une éolienne, il y a toujours un collectif à côté qui lui dit non. Alors que par principe. Voilà, par principe. Alors que quand ça vient du citoyen, il est rassuré, il sait qu'il ne va pas y avoir d'opposition, donc il va faciliter les autorisations et il met souvent un ticket financier. Et donc on a des fonds, on a monté des fonds avec des collectifs de citoyens qui viennent ensuite investir leur épargne dans ces projets-là, plutôt qu'aller investir leur épargne dans des fonds qui vont faire du forage en haute mer ou je ne sais quoi d'autre. Et ça fait partie de on développe ces énergies renouvelables. 2, on crée du lien social. C'est extrêmement important. Dans une société où l'individu recrée du lien social est extrêmement important autour de projets qui fédèrent. 3, on tisse du lien avec la collectivité qui se sent à l'aise avec cette politique-là. Et 4, on oriente notre épargne vers des choses intelligentes. Peut-être que je vais donner la parole à la salle aussi. Je vous ai dit en ouverture que c'était participatif. Est-ce que vous avez envie d'apporter un témoignage, de poser des questions ? Vous avez la chance d'avoir sur le plateau des spécialistes, chacun dans leur domaine, et des militants qui, comme ils viennent de vous le prouver, ont beaucoup de messages à faire passer. Oui, madame. Oui, bonjour. C'est très important de s'adresser à nous, les consommateurs, mais moi, je voudrais juste témoigner d'une chose. Sans l'Europe, sans les financements européens qui permettent aujourd'hui d'investir massivement et d'aider les entreprises françaises à prévenir
le manque de matières premières, de métaux rares, de terres rares, tout ce que vous décrivez aujourd'hui sur les énergies renouvelables, dans 10 ans, on ne pourra plus le faire. L'Europe, la Commission européenne aujourd'hui, et depuis au moins 5 ans, travaille vraiment, met de l'argent, et aucun politique, aucun média, aucun technicien qui connaisse le sujet n'en parle, et je trouve qu'à 6 mois de l'élection européenne, c'est pas normal. Voilà. Et donc j'aimerais bien, moi, que la marche pour le climat, toutes les marches aujourd'hui deviennent des marches pour le climat en Europe, et qu'on envoie un grand signal, parce que la France toute seule, elle n'y arrivera pas. François ? Oui, je veux bien répondre là-dessus. En fait, les scientifiques, et Jean Jouzel en tête, donc l'ancien président du GIEC, ont lancé une initiative récemment avec Pierre Larouturou, qui est un économiste. En fait, on s'aperçoit que pour soutenir la croissance, la Banque centrale européenne émet en gros 1 000 milliards d'euros par an. 1 000 milliards d'euros par an créés finalement en appuyant sur un bouton. Cet argent-là est mis à la disposition des banques et est donc supposé soutenir l'économie et la croissance. Quand on fait le bilan, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 10 à 15% qui va soutenir de l'investissement, des prêts d'investissement pour l'économie réelle, et tout le reste, c'est-à-dire la majorité, 85 à 90%, va dans la spéculation. Donc le FMI aujourd'hui crie au loup en disant on va dans le mur, on va avoir une prochaine crise financière. Et donc ce mouvement qui s'appelle le pacte finance-climat et que vous pouvez aller soutenir sur Internet, c'est climat-2020.eu, propose en fait que ces 1 000 milliards d'euros par an, ils ne servent plus aux banques, mais ils soient mis à la disposition des États à taux zéro, de façon à financer toute la transition énergétique. Et ça changerait totalement la donne. Ça changerait totalement la donne. Et aujourd'hui, finalement, l'espoir du milieu scientifique et de tous les militants qui appuient cette initiative-là, c'est que la COP, qui va avoir lieu là, dans quelques semaines au Danemark, si je me souviens bien, va être un échec du fait du retrait des États-Unis. Un certain nombre de pays, du coup, vont se mettre en retrait. On était supposé revoir les engagements des États sur les émissions de gaz à effet de serre pour augmenter nos engagements de diminution. Et donc, vraisemblablement, ça ne va pas se faire. Et donc, l'espoir, c'est qu'effectivement, la Commission européenne, avec l'appui de la France, de l'Allemagne et d'un certain nombre d'autres pays, profite de cette initiative pour dire, eh bien, nous, Commission européenne, on va faire un truc formidable, on va créer un espèce de plan Marshall pour le climat, on va créer une banque pour le développement durable, qui sera une filiale de la Banque centrale européenne, et tout cet argent, ces 1 000 milliards par an qu'on crée finalement, ils vont pouvoir être mis à la disposition des États pour financer la transition énergétique. Et ça, je pense que c'est le plus formidable levier dont on pourrait disposer pour faire changer les choses très rapidement. Parce que les sommes en jeu, si on veut respecter nos engagements pour tenir le 1,5 degré, c'est de cet ordre-là. C'est de 1 000 à 1 500 milliards par an qu'il faut pour arriver à faire les transitions nécessaires. Parce qu'on peut toujours avoir de l'énergie renouvelable pour chauffer un immeuble, mais s'il est mal isolé, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il y a un énorme travail à faire dans le bâtiment, par exemple, dans l'isolation. Il y a un énorme travail à faire dans le transport. Il y a un énorme travail à faire dans l'alimentation pour réduire nos gaz à effet de serre. Donc moi, je vous engage à soutenir cette initiative, climat-2020.eu. Et avec un peu de chance, donc il y a beaucoup de lobbying qui est fait aujourd'hui auprès des cabinets de Macron. Il y en a également en Allemagne, au Luxembourg. On a un ancien ministre belge qui soutient l'affaire. Et donc je pense que ça, ce serait une formidable opportunité pour avoir effectivement les moyens d'assurer la transition énergétique dont on a besoin. Donc, effectivement, c'est une initiative qui est très intéressante et qui pour en fait la première fois, met le bon ordre de grandeur en face des investissements à réaliser. Ça c'est extrêmement important. Et qui vient aussi compléter la politique, comme vous disiez, de la Commission européenne, puisque la Commission européenne finance déjà à travers des fonds type FEDER, etc., des projets portés par les collectivités ou des programmes de recherche comme Horizon 2020, qui sont essentiels pour permettre de développer les connaissances, d'avancer. Vu de l'extérieur, hors Union européenne, l'Europe est vue comme une espèce de continent un peu exemplaire sur ces sujets-là. Quand on va en Chine, aux États-Unis, en Amérique du Sud, etc., c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier.
Et c'est quelque chose qui doit être l'axe de la diplomatie européenne à l'international, notamment pour influencer. Donc toute initiative du type pas d'accords commerciaux avec l'Europe si pas de politique climat sérieuse, par exemple, pourrait être intéressante à développer. Et pour être crédible à l'international, il faut absolument, effectivement, que les bons ordres de grandeur soient en face. Et donc des initiatives comme le pacte finance-climat sont assez exemplaires, avec un point de vigilance tout de même, c'est que l'Europe c'est long, et ça ne peut pas être tout seul. Et on est à la veille d'élections en Allemagne, enfin on est en ce moment à des élections en Allemagne avec des résultats qui sont assez incertains. Il y a eu des résultats incertains aussi dans d'autres pays. Donc il faut absolument miser sur cette carte-là, mais elle doit être vraiment complémentaire avec les citoyens, les États, les industries, pour que tout ça fasse masse et qu'on puisse faire boule de neige. On ne sait jamais s'il y en a un qui lâche, s'il y a un État qui lâche. Regardez, Trump lâche, la Californie, les villes, etc. se mettent en mouvement. Si l'Europe lâche, ou si la France lâche demain, les régions, les villes, etc., les citoyens doivent être en mouvement parce qu'on est sur un calendrier qui est serré. Très serré, oui. Et oui, malheureusement, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, l'écologie était totalement absente de la dernière présidentielle. Et malgré le rapport du GIEC paru récemment, on continue d'entendre parler de... Absurde. De CAC 40, d'immigration, et on continue de fracturer la société au lieu de penser à des sujets beaucoup plus profonds et qui ont un vrai impact sur notre survie tout simplement. Et c'est bien malheureux. D'autres questions sur l'immigration, on voit qu'aujourd'hui on ne sait pas gérer quelques millions de migrants. Ce que nous disent les études sur le changement climatique, c'est qu'à l'horizon 2050, ce sont des centaines de millions de migrants qu'on aura. Et donc, évidemment, on sera absolument incapable de gérer ça. Et puis, c'est pas la peine. Le mur peut faire 150 mètres de haut à un moment donné. Quand on est malheureux, l'énergie du désespoir permet de tout faire. Donc, voilà, les solutions proposées ne sont pour l'instant pas à la hauteur des enjeux. Mais il y a juste un petit truc qui est hyper important aussi, c'est qu'on a du mal souvent à... Enfin, le grand public a du mal à savoir ce que c'est que le réchauffement climatique. C'est quoi concrètement ce qui va se passer? Peu de gens le savent. Si on demande à des gens dans la rue qu'est-ce qui va se passer quand il y aura 2 degrés de plus, il fera plus chaud en hiver. Non, mais surtout le truc, c'est que on a parlé pendant de longues années de dérèglement, de génération future. On ne parle plus de génération future, on parle d'aujourd'hui. Il y a eu une tempête là, au Portugal qui est arrivée classe 1 d'un ouragan, donc la même chose que ce qu'on a dans les zones tropicales, avec des vents à 176 km/h au Portugal. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai vécu pendant toute mon enfance et pendant un peu plus que mon enfance quand j'étais à La Réunion. On se retrouve avec... Donc voilà, on est dedans. On est dans quelque chose voilà, on en subit déjà les impacts de ce dérèglement. Le changement climatique, c'est très inégalitaire. Si on bénéficie ici de 25 ou 27 degrés, pendant ce même temps, dans le sud de la France, il y a des inondations et des pluies catastrophiques qui font des morts. Donc voilà, il y a des gens effectivement ponctuellement qui bénéficient d'un changement du climat, mais c'est au détriment d'un grand nombre d'autres. Et puis de toute façon, si vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais le climat, si on veut essayer de schématiser, même si c'est pas simple, c'est un peu comme un matelas. Si on appuie d'un côté, ça gonfle de l'autre. Donc si c'est trop sec d'un côté, ça va être trop humide de l'autre. Si c'est trop chaud d'un côté, ce sera trop froid de l'autre. Oui, tout à fait. Ça va, quand on parle de réchauffement moyen. Quand on parle de réchauffement moyen à l'échelle de la planète, les réchauffements sont beaucoup plus forts sur les continents que sur l'océan. Il y a des régions comme l'Arctique ou la Méditerranée où il y a des effets amplificateurs et où on a des effets encore plus importants. Un réchauffement moyen de 2 degrés sur la planète, c'est probablement 5 ou 6 degrés en Arctique. Et sur la Méditerranée, ça veut dire des problèmes catastrophiques de ressources en eau, des pays comme Chypre où il fera 50 en été et ça va devenir carrément invivable. La sécheresse, donc la famine. Oui, et puis on a eu, je crois, 3 jours de pluie à Paris depuis le début du mois de septembre et il fait 25 degrés. On est dans un style de pays qui n'a pas l'habitude de vivre des catastrophes climatiques, des catastrophes de migration à grande échelle. Parce qu'on reste même assez la guerre, protégé. on ne sait pas ce que c'est et du coup on a l'impression que ça n'arrivera jamais. On ne sait plus ce que c'est. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on
On attend que ça arrive pour comprendre, ok, j'ai compris, maintenant je vais faire attention. Et ça, c'est un truc qui est lié au fait qu'on n'a aucune notion de ce que va représenter l'arrivée de millions de migrants dans les pays, entre guillemets, développés. Ça va être ingérable pour nous, on sera incapable de gérer ça. Ce qui est le plus probable, c'est guerre, en fait, qui en sera la conséquence, ni la gestion effectivement de problèmes de ressources ou de chaleur extrême ou même de virus qui apparaîtront qu'on sera incapable de guérir. Ça, on ne se rend pas compte. Pour nous, c'est de la science-fiction, donc on laisse le truc arriver gentiment. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire aussi grâce aux médias, c'est avoir une explication claire et précise de ce que va entraîner chez nous, chez les gens qui écoutent, le réchauffement climatique de manière concrète. Et ça, c'est des choses que les gens ont besoin d'entendre, je pense, même si c'est dramatique. Et évidemment, pour les médias, parler de choses dramatiques qui s'appliquent à nous-mêmes, c'est pas très populaire, ça fait fuir les gens, donc ils évitent de le faire. Donc c'est ça qui est un peu... Dans le manuel de Cyril Dion, il en parle très bien des effets du réchauffement climatique, et je conseille vraiment aux gens de le lire. Mais il propose des solutions, donc c'est pour si ça. Si vous êtes fait larguer juste avant, il ne faut pas le lire. Il faut attendre un moment où ça va un peu bien. Je vais donner la parole à monsieur en face. Bonjour. Je suis Didier de Courbevoie. Bonjour Didier de Courbevoie. Tout le monde ensemble? Bonjour Didier. Tout d'abord, merci au Festival Atmosphère de nous permettre d'écouter et d'entendre des débats aussi intéressants. J'ai une question, j'ai surtout un commentaire à faire concernant le super triangle des Bermudas. Donc, je voudrais parler du triangle des Bermudas, avec d'un côté les consommateurs que vous êtes en train de sensibiliser. Donc ça, c'est un gros travail que vous êtes en train de faire, c'est formidable. Les politiques sont sensibilisés, bien entendu, parce que s'ils n'ont pas l'électorat derrière, ils ne peuvent pas avoir de voix. Et c'est surtout pour les industriels, on se rend compte que dans tous les projets d'évolution écologique au sein des industriels, la seule chose qui fonctionne, c'est la réglementation. On voit par exemple, fin 2019, l'interdiction des lampes à iode avec du mercure et d'autres métaux lourds qui entraînent le changement de tout système d'éclairage vers des éclairages à économie d'énergie. Donc c'est juste un exemple pour sensibiliser le fait que la population, donc nous-mêmes, devons avoir un impact auprès des politiques pour que les politiques instaure de la réglementation. On l'a bien vu avec le bâtiment, avec l'application de la RT 2012, avec d'autres obligations dans les constructions neuves et les incitations qui sont faites auprès pour la rénovation thermique ou autre. Donc, ma question est simple, plutôt pour l'ADEME, parce que c'est vous qui êtes vraiment en relation avec le gouvernement. Quelles sont les différentes... quel est le pouvoir de l'ADEME pour influencer le gouvernement à mettre en place des réglementations qui soient pertinentes auprès de groupes comme ArcelorMittal ou autres gros groupes industriels? Donc notre pouvoir, on l'a sur deux axes. Le premier axe, c'est quand on sort des travaux du type 100% électricité renouvelable, 100% gaz renouvelable, par exemple, ou quand on sort des travaux sur l'impact environnemental du véhicule électrique versus véhicule thermique, qui sont évidemment des sujets d'actualité. Donc on dit, bah tiens, regardez, nous on a fait bosser des équipes d'ingénieurs, on a été construire ça avec des collectivités territoriales, certains industriels. Puis on vous montre que si on fait 100% d'électricité ou de gaz renouvelable en 2050, ben c'est pas la banqueroute, c'est faisable. Donc ça c'est un premier pouvoir, c'est-à-dire qu'on objective sur la base d'études un dialogue avec une administration centrale, donc un ministère, et on va lui dire, ben voilà, regardez, etc. Ce qui les détend, parce qu'ils ont besoin d'un acteur comme l'ADEME pour intégrer de nouveaux sujets. C'est-à-dire que eux, leur job, c'est faire la réglementation, donc ils sont coincés entre le politique, l'industriel, la société civile. Et nous, on est là, on est un opérateur de l'État, donc on n'est pas complètement l'État, mais on gravite autour d'eux, on les connaît bien, et puis on leur envoie des idées comme ça. Regardez, si vous mettez ça dans la loi, eh bien en fait, votre taux d'énergie renouvelable, il va pouvoir augmenter. Et ça ne sera pas la banqueroute, parce qu'il y a telle activité économique qui va se développer, parce que ça a tel coût, tel impact sur les finances publiques plutôt positif, etc. Donc on est là un petit peu pour les rassurer, leur montrer que c'est possible.
Le deuxième impact que l'on a vis-à-vis de nos ministères, c'est qu'on démontre par la preuve. Un exemple, toute la réglementation thermique 2012 dont vous parlez, c'est-à-dire les règles qui ont défini comment devait être isolé un bâtiment à partir de 2012, et donc qui ont permis de fortement réduire la consommation des énergies des bâtiments neufs, puisqu'on est passé à 50 kWh par an et par mètre carré, alors qu'on était supérieur à 100 avant. Et bien en fait, on finance des projets où on va permettre à des entreprises de faire. Donc on a financé 400 démonstrateurs comme ça, donc c'est des projets qui se passent dans tous les territoires et qui disent, regardez, on est capable de faire un bâtiment avec telle performance. Et on a des entreprises, on a des savoir-faire, les personnes qui vivent dedans sont heureuses, contentes, en bonne santé, leur facture d'énergie a baissé, etc. Donc, si vous mettez ça dans la réglementation, eh ben, ça va être bien. Donc c'est comme ça qu'on influence les pouvoirs publics. Un, en leur montrant par des projets concrets que c'est possible, et deux, en engageant des travaux, des études un peu borderline, un peu provoques, co-construites, qui font que, hop, elles ont un appui pour dire, regardez, tac, il y a telle étude qui a été faite, monsieur Machin ou madame Truc, qu'est-ce que vous en pensez, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on avance, en fait. On va... alors, une dernière question, puis après, je vais faire un dernier tour de table pour un mot de conclusion. Monsieur ? Oui, bonjour. Donc moi, c'est pas vraiment une question ni une intervention, une remarque. Non, non, c'est pas possible. Question suivante. Je vous écoute. C'était un coup de promotion pour un site internet, un moteur de recherche qui s'appelle Ecosia. Donc je sais pas si vous connaissez. C'est ça s'écrit comment ? ECOSIA. Ok. Au bout de 45 recherches, le site s'engage à planter un arbre en Tanzanie. Donc c'est pour lutter principalement contre la déforestation. Donc c'était pour rejoindre un petit peu tout ce qu'on expliquait au début. Des gestes simples qui peuvent être par exemple changer de moteur de recherche, ça prend 30 secondes, vous le téléchargez, il est installé, il n'y a pas de problème, vous avez les mêmes informations, il n'y a pas de problème pour trouver, je ne sais pas, le restaurant où vous voulez aller voir ce soir, le film que vous voulez aller voir, et c'est des petits trucs qui vont permettre juste de faire avancer les choses sur le plan écologique, et enfin voilà, c'était pour apporter un peu cet éclairage aux gestes simples qu'on peut tous faire pour faire avancer un petit peu ce problème épineux de l'écologie. Merci. Ouais, sur le numérique, merci monsieur, sur le numérique, en effet, les recherches sur Internet, et je suis le premier à faire parfois des recherches inutiles parce que je veux avoir un complément, parce que la mémoire me manque, et à chaque clic, oui, je vieillis. Tu es jeune, pourtant. Ouais, non, pas tant que ça. Et à chaque clic, eh bien, on génère de la consommation de CO2 et par ailleurs, le stockage des mails. Oui. Effacez vos mails quand vous les avez lus, parce que vos boîtes mail, c'est colossal en termes de consommation d'énergie. Le nombre de serveurs qui servent à stocker tous ces mails que vous avez depuis des dizaines d'années, bientôt. Moi, j'ai tapé la dernière fois et j'ai commencé à faire le nettoyage, j'ai eu peur, j'ai trouvé des mails qui dataient de 1998. Et, pire que moi. C'est effrayant. Oui, non, mais toi, t'es plus jeune encore. Mais en fait, ça, c'est rien que ça, déjà. Si chacun de nous ici, on est un peu plus d'une centaine, nettoie sa boîte mail, ça, c'est un petit geste très simple et on aura un vrai impact. Ouais, au rythme de croissance actuelle du numérique, en 2025, c'est-à-dire demain, les émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité numérique seront supérieures aux émissions de gaz à effet de serre des transports. C'est juste. On va pas énorme. battre la viande quand même. ça reste number one, la viande, la production de viande. L'alimentation, c'est 25%. L'agriculture et l'alimentation, c'est 25%. Ok. Donc voilà, ça pas la viande. C'était une petite information supplémentaire. Un petit tour de table rapide pour conclure. François Dulac. Peut-être rappeler que notre engagement aujourd'hui de diminution des gaz à effet de serre, c'est moins 3% par an. Et en 2017, on a fait plus 3 et des poussières. Donc vous voyez, on est quand même très mal parti. On continue à croître. On continue à croître alors qu'on a des objectifs de diminution. Donc on continue à faire des augmentations de gaz à effet de serre. Vous avez des élections bientôt, et il faut s'en servir. Vous avez une liste de petits gestes. Je pense qu'il faut aussi réfléchir maintenant à tous ces gestes du quotidien, aussi bien dans son activité personnelle que dans son activité professionnelle. Il y a une urgence à réagir. Donc partez de là en ayant l'intention de faire quelque chose et de convaincre les gens autour de vous. Michel, pour l'ADEME. Donc, ne sous-estimez pas notre pouvoir.
on est tous en capacité, dans notre quotidien, dans nos relations sociales, etc., de faire bouger les lignes. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Et le deuxième point, le mot science-fiction a été utilisé tout à l'heure. Pour montrer que ce n'est pas de la science-fiction, les sociétés d'assurance commencent déjà à faire la liste de tous les risques qu'ils ne vont plus assurer du fait du changement climatique. Et les services de renseignement ont tous commandé des rapports pour connaître l'impact du changement climatique sur la sécurité, les migrations dans les pays. Donc il est encore temps d'agir, avant que eux n'agissent. Ça c'est clair. Sam? Moi, je reconnais que tout ce dont on parle, quand on parle du climat, c'est très anxiogène. Et ce qu'on a envie de dire aussi à travers ce projet The Freaks qu'on propose, c'est qu'il y a des choses positives, et le fait de conscientiser sur les gestes et de se sentir capable de faire des choses qui peuvent faire changer les choses, en redonnant du pouvoir à chacun d'entre nous, il y a quelque chose de positif. Ça ouvre vraiment des portes vers des choses plus éthiques. C'est un retour à la solidarité. Il y a des vraies valeurs humaines derrière. Et donc, dans ce drame, il y a des choses possibles à faire. C'est accessible, et voilà. Et la très bonne nouvelle, pour rebondir avec ce que dit Sam, c'est que la solution, il y a de l'espoir en derrière. fait, c'est nous qui l'avons entre les mains. Donc, c'est pas cette espèce de fatalisme de dire les politiques font rien, on va tous mourir. C'est pas vrai, c'est nous qui devons changer au quotidien. Il faut remettre le curseur la définition de ce qui est grotesque et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que, par exemple, quand la clope est arrivée, à l'échelle de l'humanité, tout le monde fumait des clopes, et tu avais le médecin qui était dans sa chambre d'hôpital en train de dire au mec qui mourait du cancer avec sa clope: désolé monsieur, vous allez mourir d'un cancer. Et il fumait une clope, et c'était normal, tout le monde fumait, les gens fumaient avec les enfants à côté, tout ça. Et un jour on s'est rendu compte que c'était grotesque et dangereux. Et maintenant il y a toujours des fumeurs, mais on a quand même pris conscience de ça. Et ben, il y a plein de choses qu'on fait au quotidien qui sont encore plus débiles que ça, mais on ne le sait pas. Donc reprendre du recul sur ça. Et par exemple, juste un exemple pour finir, n'achetez plus jamais de bouteilles d'eau en plastique, ou même de bouteilles en plastique. Vous allez voir, c'est super facile, et vous n'allez jamais mourir de soif. L'idée n'étant pas de se culpabiliser, mais juste d'améliorer les choses. Parce que se culpabiliser n'avance à rien, il faut juste trouver des solutions avancées. Et il faut qu'on recommence tout là, parce que maintenant il y a plein de monde. Alors moi je vais résumer, il y a un site, c'est thefreaks.fr, the comme the en anglais. Ça va? Donc THE et freaks comme freaks en anglais, FREKS. 22 gestes simples au quotidien, des gestes qui vont du transport. Pour moins d'1 kilomètre, on se déplace à pied, ou en tout cas on ne prend pas ou la trottinette ou le vélo, en passant par la limitation d'usage d'emballage, limiter sa consommation de viande. Donc 22 gestes qui ont été validés par la Fondation Nicolas Hulot, Fondation pour la Nature et l'Homme, oui, et par l'ADEME. Ouais. On peut tous l'appliquer très simplement, et là on est un peu plus de presque 200 dans la salle, mais en fin de compte, on peut déjà considérer qu'on est plusieurs milliers dans la salle, puisque chacun de nous, si on applique ces actions, peut en parler à quelqu'un d'autre, qui en parlera à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Nous sommes tous les ambassadeurs de ce changement, et pour résumer tout ce que l'on vient de dire, c'est que ça doit partir de nous, en fait, puisque le jour où on aura conscience, et on l'a déjà cette conscience, qu'on peut tout faire, à un moment, les politiques se rendront compte qu'il y a un mouvement citoyen de masse qui est en train de bouger, donc une force citoyenne déterminée, et cette force citoyenne déterminée permettra aux politiques peut-être d'avoir le courage d'influer sur les grands groupes industriels. Et c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. On a eu des exemples dans d'autres pays du monde, et je pense que c'est vraiment comme ça que ça se passera, puisque si on attend que les choses bougent sans que nous ne bougions, il ne se passera rien. Du tout. Du tout. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous.